Serge Gainsbourg était au milieu de la javanaise, avec la salle de l'Olympia pleine à craquer et plus de 2000 personnes dans le creux de sa main, quand 3 touches du piano cessèrent de répondre en même temps, et le son qui sortit fut un silence que personne n'attendait. Ce qui se passa dans les minutes suivantes sur cette scène fut raconté par ceux qui étaient là pendant de nombreuses années après. C'était 1963. Serge avait 35 ans et se trouvait en plein milieu de la période la plus fragile et la plus décisive de sa carrière. Il n'était pas encore la légende qu'il allait devenir. Il était encore l'homme que beaucoup regardaient de travers, le compositeur que les uns admiraient en secret et que les autres refusaient de prendre au sérieux. Et l'Olympia, au cœur de Paris, avait chaque fauteuil occupé par des gens qui étaient venus tôt, qui s'étaient habillés pour cette soirée, qui étaient venus non seulement pour entendre de la musique, mais pour être en présence de quelqu'un qui représentait quelque chose de plus grand qu'un spectacle. Ce soir-là, la scène était à Serge Gainsbourg. Et quand le piano tomba en panne au milieu de la chanson la plus délicate qu'il ait jamais écrite, toute la salle retint son souffle. La javanaise était toujours la chanson qui arrêtait n'importe quel endroit où Serge jouait. Peu importait la taille de la scène, peu importait le public, peu importait la saison. C'était la chanson que Paris avait adoptée, comme si elle appartenait à tout le monde, comme si chaque personne qui l'entendait avait un droit personnel sur elle, un souvenir attaché à cette mélodie qui n'avait pas besoin d'être expliquée à quiconque. Serge le savait mieux que personne. Il savait que lorsqu'il commençait les premières notes de la javanaise, il se produisait un changement immédiat dans l'air de n'importe quelle salle. Une respiration collective qui n'était pas celle d'un public assistant à un spectacle, mais celle de personnes reconnaissant quelque chose qui leur appartenait. Ce soir-là, à l'Olympia, ce ne fut pas différent. La salle avait répondu dès les premières notes, avec ce silence actif de ceux qui écoutent Geck de l'intérieur. Et c'est exactement à ce moment-là que les touches se brisèrent. Le spectacle durait depuis plus d'1 heure, et le piano avait porté chaque note de ce temps sans se plaindre, jusqu'à ce que dans cette chanson, la plus importante de toutes, il s'arrête. Le contrebassiste qui se tenait à côté de Serge sur scène vit ce qui s'était passé et resta immobile pendant une fraction de seconde sans savoir quoi faire. Parce qu'il n'y avait pas de protocole pour ça. Il n'y avait pas de répétition qui couvrait le moment où le piano de Serge Gainsbourg s'arrêtait au milieu de la javanaise, devant plus de 2000 personnes. Le batteur de l'autre côté de la scène s'aperçut que le son avait changé et cessa de jouer lui aussi. Et en moins de 2 secondes, tout l'ensemble s'était arrêté, le silence envahissant la salle d'une façon qui n'était pas le silence respectueux de ceux qui écoutent, mais le silence suspendu de ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de voir. Les lumières de la scène restaient allumées. Serge Gainsbourg restait debout au centre, les mains posées sur le clavier, et la salle demeura immobile à regarder la scène, sans comprendre complètement ce qui s'était passé, mais sentant que quelque chose était différent. Il y avait une tension étrange dans l'air, non pas de la peur, mais celle de quelqu'un qui retient sa respiration, attendant que quelqu'un dise quoi faire. Serge baissa les yeux vers les touches lentement, les examina avec les doigts, pressa chacune individuellement avec cette précision de celui qui connaît chaque centimètre de son instrument, et confirma ce qu'il savait déjà. 3 touches bloquées, les mécanismes internes qui avaient cédé probablement sous la chaleur des projecteurs de scène, combiné à l'effort du spectacle qui durait depuis plus d'1 heure. C'était un problème qui ne se résolvait pas sur scène. Il n'y avait pas d'outil qui règle ça en 2 minutes. Il n'y avait pas de piano de rechange dans les coulisses, parce que le piano de Serge n'était pas un instrument interchangeable. C'était celui-là, celui qu'il connaissait par cœur, celui qui répondait comme il en avait besoin. L'équipe technique dans les coulisses regardait la scène sans savoir quoi faire, et le directeur de l'Olympia, qui se trouvait dans les coulisses, fit quelques pas en direction de la scène et s'arrêta. Parce que Serge n'avait rien demandé, et qu'il y avait quelque chose dans sa posture qui disait qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Toute la salle attendait dans ce lourd silence, sans que personne n'ose le briser. Serge leva les yeux du piano, regarda le public pendant un long moment en silence, et fit alors quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. Pas le sourire de celui qui dissimule une situation difficile. Pas le sourire du présentateur qui doit maintenir le spectacle. C'était un sourire authentique et tranquille. Le sourire de quelqu'un qui a traversé bien pire qu'un piano cassé et qui sait que ce qui compte n'est pas dans l'instrument. Il approcha le microphone de sa bouche et dit à plus de 2000 personnes qui se tenaient immobiles à le regarder dans un silence absolu. Le piano s'est arrêté, mais la javanaise, elle, ne s'arrête pas. La salle resta 1 seconde à assimiler ces mots, et puis l'Olympia explosa d'une façon que l'équipe technique dit, par la suite, n'avoir jamais ressenti à l'égal en des années de spectacle sur cette scène. C'était le genre d'applaudissement qui n'était pas seulement pour la chanson, mais pour celui qui se tenait debout au centre de cette scène, devant un piano muet, avec un vrai sourire sur le visage. Quand les applaudissements diminuèrent lentement, Serge Gainsbourg resta au centre de la scène, les mains toujours sur le clavier silencieux,
et regarda l'ensemble des musiciens au fond, avec un geste discret de la tête. Le pianiste de jazz qui faisait partie du groupe ce soir-là comprit le geste avant qu'un seul mot soit dit. Il se leva de son banc, traversa la scène jusqu'au centre et offrit son propre instrument à Serge des deux mains. C'était un piano droit, différent de celui que Serge utilisait. Un modèle qu'il ne connaissait pas par cœur et avec un toucher de touche qui avait un poids différent sous les doigts. Mais Serge le prit avec cette naturalité du musicien qui a passé des décennies à apprendre que l'instrument est le moyen, pas la fin. Il posa les mains sur le nouveau clavier, pressa quelques touches rapidement pour calibrer la réponse et resta un moment en silence avant de regarder de nouveau vers le public. La salle était complètement silencieuse, attendant avec cette attention collective qui ne se produit que lorsque tout le monde dans un même endroit veut la même chose en même temps. Serge commença la javanaise depuis le début, non pas à l'endroit où il s'était arrêté, non pas à partir d'un couplet du milieu, mais depuis le début absolu, comme si la chanson devait être refaite entièrement pour refermer ce qui était resté ouvert. La première note sortit et la salle répondit par un murmure qui parcourut les rangées d'un bout à l'autre. Pas un bruit d'enthousiasme, mais ce son involontaire que les gens font lorsqu'ils ressentent un soulagement qu'ils ne savaient ou pas qu'ils attendaient. Le nouveau piano entre les mains de Serge sonnait différemment du sien. N'importe quelle oreille exercée le percevait, mais il y avait quelque chose dans sa façon de jouer qui dépassait l'instrument. Une autorité qui ne venait pas des touches, ni du mécanisme, mais de décennies d'une relation avec cette chanson qu'aucune défaillance mécanique ne pouvait véritablement interrompre. Le public rentra dans la chanson de nouveau, et cette fois avec une attention qui était encore plus profonde que la première. Au milieu de la javanaise, Serge s'arrêta de jouer un instant et fit quelque chose que personne n'attendait. Il baissa les mains du clavier, approcha le microphone vers la salle et commença à diriger, demandant au public de chanter avec lui. La réponse fut immédiate et totale. Plus de 2000 voix entrant dans la mélodie en même temps. Certaines justes, d'autres moins, mais toutes ensemble, formant un son qui n'était pas celui d'un chœur répété, mais celui de gens qui connaissaient cette chanson de l'intérieur et qui étaient invités à le montrer. Serge resta debout au centre de la scène, écoutant cela les yeux fermés, la main se déplaçant doucement dans l'air. Et il y avait sur son visage à ce moment-là une expression que les musiciens de l'ensemble décrivirent ensuite comme celle de quelqu'un qui reçoit quelque chose que l'on avait donné très longtemps auparavant. La salle chantait, la javanaise sans piano, sans arrangement, seulement avec les voix et le silence entre elles. Et l'Olympia, qui quelques minutes plus tôt était suspendu dans une situation sans issue, s'était transformé en autre chose complètement. Quand les voix s'arrêtèrent peu à peu et que le silence revint, Serge ouvrit les yeux, regarda le public et dit doucement dans le microphone « C'est la plus belle version de la javanaise que j'ai jamais entendue de ma vie. » La salle répondit par des applaudissements qui commencèrent épars et allèrent en grandissant jusqu'à envahir toute la salle, et il y avait des gens debout dans les premières taques rangées avant même que les applaudissements aient atteint leur fin. Serge resta au centre de la scène à recevoir cela, les mains le long du corps, et ne fit aucun geste de grandiosité. Il ne leva pas les bras, n'appela pas les musiciens vers l'avant, resta simplement immobile au centre de ces applaudissements, comme quelqu'un qui sait que ce qui s'est passé n'était pas seulement son œuvre, et que n'importe quel geste exagéré diminuerait ce que le public avait fait. Le pianiste de jazz qui avait prêté son instrument resta dans un coin de la scène les yeux brillants, et dit ensuite que ce moment avait été le plus important de sa carrière, d'avoir prêté un instrument qui avait contribué à créer quelque chose qui n'avait jamais été planifié. Quand le spectacle se termina et que le public sortit lentement de l'Olympia, la conversation qui circulait entre les gens n'était pas sur quelle chanson avait été la meilleure, ni sur la mise en scène, ni sur l'arrangement d'aucun titre en particulier. C'était sur le moment où le piano s'était arrêté, sur le sourire que Serge avait donné avant tout mot, sur la phrase qu'il avait dite et sur ces minutes où plus de 2000 personnes avaient chanté la javanaise ensemble, au milieu d'une salle parisienne, sans aucun instrument. Un couple qui sortait par la porte latérale fut arrêté par un monsieur plus âgé qui voulait raconter à quelqu'un qu'il avait vu Serge Gainsbourg jouer des dizaines de fois au cours de sa vie et que cette soirée avait été différente de toutes les autres, non pas parce qu'elle avait été parfaite, mais exactement parce qu'elle ne l'avait pas été, et parce que Serge avait fait de l'imperfection quelque chose qu'aucun spectacle parfait n'aurait pu faire. Le couple écouta le monsieur parler un long moment sur le trottoir froid de Paris, avant qu'aucun des trois ne remarque qu'ils étaient debout dans la rue sans manteau. L'histoire de cette soirée à l'Olympia circula dans Paris dans les jours suivants, avec la vitesse que seules les bonnes histoires ont, de bouche à oreille, de table en table, de radio en radio. Les journalistes qui se trouvaient dans le public écrivirent sur l'épisode dans les jours suivants. Et ce qui attirait l'attention dans tous les récits était que nul ne commençait par la chanson. Tous commençaient par le moment où le piano s'arrêta et où Serge sourit.
parce que c'était cet instant précis qui était gravé dans tous ceux qui étaient là. Cette fraction de seconde entre le silence de la panne et la réponse d'un homme qui ne panipua pas, qui ne s'excusa pas, qui n'appela pas l'équipe technique, qui regarda simplement plus de 2000 personnes et dit avec un sourire que ce n'était la fin de rien. Un critique musical qui avait couvert des spectacles d'artistes français et internationaux pendant des décennies écrivit que dans toute sa carrière, il avait vu des instruments tomber en panne sur scène plusieurs fois, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un transformer cela en moment le plus mémorable de la soirée, et que Serge Gainsbourg l'avait fait sans effort apparent, comme s'il savait instinctivement que la situation appelait exactement cette réponse. Serge ne parla jamais beaucoup de cette soirée dans des interviews, de la même façon qu'il ne parlait pas beaucoup d'aucun des moments où il s'en était bien sorti face à une difficulté, parce que pour lui la difficulté faisait partie du chemin, et il n'y avait pas de raison particulière de la souligner comme si c'était une exception. Quand on lui demanda au sujet de l'épisode dans une interview radiophonique, quelques mois plus tard, il répondit avec cette simplicité directe qui était sa marque. Il dit que les pianos s'arrêtent, que les microphones tombent en panne, que la voix disparaît, et que tout musicien qui a passé suffisamment de temps sur scène sait que le spectacle n'est pas l'instrument. Le spectacle, c'est ce que tu fais quand l'instrument s'arrête. Il dit aussi que ce qui lui était le plus resté en mémoire n'était pas le piano cassé, ni le piano emprunté. C'était le moment où le public avait chanté, parce que dans ce moment, il avait compris de nouveau quelque chose que la routine des spectacles faisait parfois oublier, que la javanaise ne lui appartenait pas. Elle appartenait à tout le monde, et que tout le monde dans cette salle ce soir-là connaissait la chanson aussi bien que lui. Peut-être mieux, parce qu'il la chantait sans penser aux notes. Serge Gainsbourg mourut en mars 1991, 28 ans après cette soirée. Et parmi les histoires que les musiciens qui avaient travaillé avec lui racontaient dans les jours de deuil, celle-là était une de celles qui revenait le plus souvent. Le pianiste de jazz, qui avait prêté son instrument ce soir-là, garda l'instrument pour le reste de sa vie, sans le vendre, sans le prêter à personne, sans laisser aucune autre représentation effacer ce qu'il avait vécu sur cette scène. Dans un coin du couvercle de l'instrument, il colla une petite bande de papier avec la date de cette soirée, et les mots que Serge avait dit dans le microphone avant de recommencer. Le piano s'est arrêté, mais la javanaise, elle, ne s'arrête pas. Écrit en petites lettres qu'on pouvait à peine lire, mais qu'il connaissait par cœur parce qu'il les avait relus tant de fois que les mots avaient eu cessé d'être des mots et étaient devenus mémoire. Quand on lui demandait pourquoi il gardait l'instrument avec tant de soin, il répondait qu'il y avait des objets dans la vie qui cessaient d'être des objets au moment où ils participaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, et que ce piano avait participé à la soirée, où il avait appris que le plus grand spectacle n'est pas celui qui se produit quand tout fonctionne, mais celui qui se produit quand quelque chose se casse, et que l'artiste décide qu'il ne va pas se casser avec. Cette histoire nous enseigne que la vraie mesure de qui vous êtes n'apparaît pas quand tout fonctionne. Elle apparaît au moment où quelque chose tombe en panne et où le monde vous regarde pour voir ce que vous allez faire. Serge Gainsbourg aurait pu arrêter le spectacle, aurait pu s'excuser, aurait pu envoyer l'équipe technique régler le problème pendant que le public attendait dans un silence gêné, et personne n'aurait rien dit parce que le piano était tombé en panne et que ce n'était la faute de personne. Mais il choisit autre chose. Il choisit de sourire, il choisit de dire la vérité avec légèreté. Il choisit de transformer la panne en une invitation pour que le public devienne partie du spectacle, d'une façon qui ne se serait jamais produite si tout s'était déroulé parfaitement. Vous aussi, vous aurez des moments où quelque chose se casse devant vous. Un plan, un projet, une attente, une relation, quelque chose que vous aviez préparé avec soin et qui s'arrête sans prévenir au pire moment. Dans ces moments-là, la question n'est pas pourquoi ça s'est cassé. La question est, qu'est-ce que vous faites dans la seconde suivante, quand tout le monde vous regarde et attend de voir qui vous êtes, quand les choses ne se passent pas comme elles devraient.